Jean de Vigry, je suis très très heureux et très honoré de vous accueillir pour cette petite vidéo et pour évoquer le congrès de Laissez-les-Vivre du 16 février cette année, que vous nous aviez fait l'honneur de participer avec une conférence qui était absolument extraordinaire, que vous aviez intitulée « Quelques précisions sur l'histoire de l'avortement de l'Ancien Régime à l'époque contemporaine ». Alors ça, je vais vous dire, ça a été absolument époustouflant, parce que c'est un sujet qui n'a jamais été traité, et moi, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié votre intervention. J'ai été moi-même très surpris de constater en commençant mon travail que le sujet n'avait jamais été étudié, qu'il n'y avait jamais eu de la part des historiens, ni même des historiens du droit, la moindre étude sur cette question si importante. Et j'ai souligné aussi la défaillance, la lacune chez les historiens démographes, les historiens de la population, qui ont été très nombreux en France dans les années 60-2000, et qui ont été réputés dans tout l'Occident et aux États-Unis, et qui n'ont jamais même posé la question de l'avortement, alors qu'ils étudiaient la population. Je pense à Philippe Ariès, je pense à Pierre Chaunu, qui pourtant avait combattu contre la loi Veil, mais l'avortement dans le passé, aucun n'en a parlé, et les juristes non plus. Alors j'ai proposé cette conférence, après vous en avoir parlé, et proposé la publication à la revue d'histoire du droit français et étranger, et je pense que ce sera publié dans quelques temps. Eh bien, je pense que ça fera un tabac, et que tous nos amis se feront un devoir et un plaisir de la lire et de l'acheter. Alors au départ, vous commencez avec Henri II. Henri II, qui ne devait pas régner, qui a passé toute son enfance en Espagne, hein, et qui prend un édit, c'est la première source officielle. Alors parlez-nous un peu de l'édit d'Henri II. Je signale que nous avons, dans le dernier bulletin de Laissez-les-Vivre, repris l'édit d'Henri II, qu'il faudra dans le bulletin de Laissez-les-Vivre, qui est ici, et que je montre à nos spectateurs. Alors, quelle est l'originalité, Jean de Vigry, du texte des légistes d'Henri II, bien sûr? Alors c'est la première fois que le roi de France intervient sur ce sujet, à ma connaissance. Il n'y a pas d'édit dans les règnes précédents. S'il intervient, c'est probablement parce qu'il y a une recrudescence, un plus grand nombre d'infanticides et d'avortements. C'est très probablement pour cela. En tout cas, son édit est très précis, très bien rédigé. Il y a d'abord la condamnation des avorteurs, y compris la femme qui provoque son propre avortement. Et puis, il y a la mise en place de ce que j'ai appelé un système préventif. Les filles non mariées et les veuves qui sont enceintes doivent en faire la déclaration au magistrat local, à la justice soit seigneuriale, soit celle du bailliage, soit celle du Parlement. Cette déclaration est obligatoire, sous peine de mort. On doit déclarer qu'on est enceinte, et à ce moment-là, le juge prend des dispositions pour prévenir tout avortement. Oui, vous parliez des veuves. J'ai souvenir, moi j'ai toujours été marqué dans mes premières lectures de Brantôme. Brantôme qui parlait de la grossesse, disant l'écueil des veuves. Donc voilà, l'enfant qui gêne n'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée que vous démontrez, c'est pas vous qui l'avez inventée, de la prévention des juges, des juristes d'Henri II vis-à-vis l'objectif. C'est pas de punir la femme, punir l'avorteur, oui, mais pas punir la femme. Mais l'objectif, c'est de protéger l'enfant pour lui permettre le baptême. Oui, protéger l'enfant, protéger la femme aussi contre le risque de l'avortement. Et c'est aussi une mesure qui oblige les curés. L'édit de Henri II exige que les curés, tous les 3 mois, de toutes les paroisses de France, lisent cet édit en chair.
Alors ça, il y a quelque chose que je n'ai pas constaté, que je n'ai pas pu étudier. Est-ce que les curés le faisaient vraiment? Il semble que cette lecture n'était pas observée par tous. Si bien que Louis XIV, à la fin de son règne, est obligé de revenir sur ce sujet. Il renouvelle l'édit de Henri II et il prend des sanctions contre les curés qui ne font pas la lecture au prône de l'édit de Henri II. Au moins, ça, comme quoi ça leur donnait un peu... On aimerait avoir quand même un peu un président qui prenne des sanctions contre les curés qui disent pas la messe, par exemple. Bon, ça c'est autre chose. Vous, l'affaire des poisons, 1680, la Voisin, c'est une avorteuse. C'est une avorteuse professionnelle. Elle a commencé en tout cas par les avortements. Elle était réputée parce qu'on mourait moins sur sa table que chez les autres avorteuses de Paris. C'est pour ça qu'elle avait la clientèle. Elle avait la grande clientèle. Elle s'est enrichie beaucoup grâce aux avortements. Et les grandes dames de la cour recouraient à ses services, la payaient très cher. Et tous les fœtus qui étaient enterrés dans son jardin rue Bourgard. L'hôtel a disparu, mais la rue Bourgard, je crois, existe encore. Et elle a fini dans la sorcellerie. Et l'abbé Guibourg, recruté par elle, célébrait des messes noires et on sacrifiait des enfants sur l'autel. Elle est donc passée d'une spécialité à l'autre, si j'ose dire, de l'avortement à l'infanticide. D'ailleurs, les deux sont souvent mêlés et on ne sait pas très bien dans les relations d'époque s'il s'agit d'infanticide ou d'avortement. Oui, et d'ailleurs, c'est amusant parce que nos modernes médecins proposent actuellement, les anglo-saxons, mais aussi en France, il y a des gens qui disent c'est complètement ridicule de faire des avortements, on n'a qu'à attendre la naissance purement et simplement, et puis on les noiera comme les chats, on noie les noirs et on garde les blancs, on pourra faire la même chose, donc c'est la même mentalité. Mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est-ce que les déclarations de grossesse auprès des curés sont toujours faites? Parce que Guy Pantin, je crois que c'est vous qui avez rappelé ça, Guy Pantin, qui est un libertin, oui, il parle de 600 avortements par an à Paris, c'est beaucoup. Dans son journal, il note que les vicaires généraux et les confesseurs des paroisses de Paris se sont réunis pour prendre des mesures préventives et pour alerter le roi sur la fréquence des avortements. Nous sommes en 1660. Dans son journal, Guy Pantin note ce fait. Il y a 600 femmes qui se sont confessées et qui ont avoué avoir procédé à l'infanticide ou à l'avortement. C'est un chiffre important pour Paris, 600 avortements en seule année 1660. Et je peux penser qu'il y a là un changement, il se produit là un changement qui coïncide avec ce qu'on a appelé la crise de la conscience européenne, c'est-à-dire le moment où, comme je l'ai écrit en commentant le livre de Paul Hazard, où l'homme a commencé à ne plus savoir ce qu'il était. Et alors, au XVIIIe siècle, vous dites, il y a une évolution des esprits. Est-ce sous l'influence des casuistes? Est-ce sous l'influence des philosophes? Mais la peine de mort ne concerne, on ne condamne même plus l'avorteur. Est-ce que je me trompe? On a tendance à comment dirais-je, à ne pas condamner la femme qui avorte, qui provoque son propre avortement. Mais déjà déjà au XVIIe siècle, déjà au XVIe et au XVIIe siècle. Mais maintenant, la législation, on pense que la législation devrait changer et que l'avortement, s'il reste un délit grave, un crime, ne peut pas être puni comme il l'était. Et que la femme en particulier doit bénéficier de toute l'indulgence des magistrats. C'est l'idée de Beccaria, en particulier un jurisconsulte italien, après 1760. Son livre est traduit en français en 1763. Il dit: la femme qui avorte, c'est une victime. Elle est obligée d'avorter parce que son entourage l'y oblige, donc pas de sanctions contre elle. Et des sanctions qui ne sont pas plus la peine de mort. Il ne faut plus infliger la peine de mort aux avorteurs parce qu'ils rendent service
à ces femmes. Et on doit les punir parce que tuer un enfant reste un crime, mais il ne faut pas les punir aussi sévèrement qu'on le faisait. Donc il n'y a plus, je pense, de condamnation à mort des avorteurs, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens et des avorteuses professionnelles au XVIIIe siècle. Nous sommes déjà dans la mentalité de nos contemporains, des médecins contemporains, qui font des avortements pour rendre service. Rendre service à qui? Sûrement pas à l'enfant. Mais si on peut dire que si la Révolution a libéré l'avortement, elle ne l'a pas justifié. Hein? En 1791... Et quelle est la position de Bonaparte? Bonaparte, lui, alors il va réagir contre le code pénal de 1791. En 1791, l'Assemblée constituante vote un nouveau code pénal. Dans ce code pénal, on a la peine de mort, la peine des fers, 20 ans de fer, c'est-à-dire de travaux forcés pour les avorteurs, ceux qui ont pratiqué l'avortement, aucune peine pour la femme, pour la mère, la future mère qui provoque son avortement ou qui demande à être avortée. Il n'y a aucune peine prévue. Donc nous sommes ici dans la ligne de Beccaria, en somme. C'est l'application des thèses de Beccaria, mais le commentaire que font beaucoup de députés de la Constituante va plus loin que Beccaria, disant que les femmes ne sont pas coupables quand elles avortent. Il n'y a plus de délit, il n'y a plus de crime. Merlin de Douai, qui est un conventionnel et qui s'y connaît en peine de mort, puisque c'est lui il a voté la mort de Louis XVI, il a fait voter la loi des suspects, Merlin de Douai dit que la peine de mort ne doit pas être infligée aux avorteurs. Et que si l'on ne parle pas de la femme qui provoque son avortement, c'est qu'on la considère comme innocente, comme ne méritant aucune peine, aucune sanction. Alors Bonaparte, puisque vous posez la question, va réagir. Il va réagir, le code pénal de 1810 va lui rétablir la peine de mort, non pas la peine de mort, mais une peine pour la femme qui avorte, une peine de réclusion. Les médecins, les avorteurs professionnels sont punis toujours de 20 ans de fer, mais il y aura une peine de réclusion qui variera selon les magistrats, selon l'appréciation des magistrats, et qui sera une peine de prison. Oui, parce que au fond, pour Bonaparte, ces morts de l'avortement, il vaudrait mieux qu'attendre quelques 20 ans qu'ils puissent pour être les victimes. Voilà, exactement. Lui, c'est une idée purement mécaniste de la machine à tuer. Mais est-ce que vous pensez que cette évolution des mentalités qui aboutit finalement à la mentalité contemporaine, où la vie, avec cet irréalisme de notre époque, où on vous explique que l'enfant in utero n'existe pas. Est-ce que cette mentalité va augmenter le nombre des avortements à partir du 19e siècle? Alors, le 19e siècle est encore inconnu. Nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé après le code pénal de 1810. Nous savons que des avorteuses, des femmes et des avorteurs professionnels sont traduits en justice, mais personne n'a encore, à mon avis, à ma connaissance, étudié l'évolution des avortements au XIXe siècle. Le grand spécialiste qui s'appelle Chevalier, qui a écrit un livre sur les crimes à Paris, sur la criminalité parisienne dans la première moitié du XIXe siècle, n'en parle pas. Et nous avons affaire, chez les historiens du crime, à un silence total concernant l'avortement, concernant également l'inceste. Pourquoi ne s'intéresse-t-on pas à l'avortement? C'est la question que je me pose. Peut-être parce qu'on le pratique soi-même, parce que l'avortement est déjà entré dans les mœurs. C'est pour ça qu'on n'en parle pas au XIXe siècle. Et puis alors il y a le fameux secret. Ce sont des choses dont on ne parle pas en famille, et ce sont des choses dont les magistrats préfèrent qu'on ne parle pas, également dans les audiences, dans les prétoires. Il y a une sorte de secret qui enveloppe tout ça. Et puis alors, évidemment, dans les sociétés, dans les classes élevées de la société, on pratique l'avortement, mais là, il n'est pas question d'en parler à qui que ce soit. C'est l'inconnu. Voilà, le tabou. Voilà. Bien, je crois. Merci Jean de Vigry de cette très très intéressante communication et d'avoir abordé avec autant de sagesse ce problème si important, mais qui n'est pas nouveau. Oh, hélas.